Bienvenue à ce pilier spirituel de la formation, les 4 piliers d'une vie sans douleur. Alors, je me réjouis de pouvoir partager avec vous cette dimension spirituelle dans la notion de la douleur ou d'une vie sans douleur. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons parler en fait du télos de la douleur ou de la raison d'être de la douleur, de la fonction de la douleur. Mais avant que je fasse ça, j'aimerais juste faire un peu une mise en garde, parce que dans mon expérience, cette dimension ici que l'on va aborder peut vraiment challenger certaines personnes. Et ça va peut-être être le cas pour vous, mais ce que je vous propose, c'est de rester ouvert à ce processus et puis de voir à quel point ça peut changer notre perspective sur cette dimension de la douleur et vraiment commencer à ouvrir des portes qui vont vous permettre de vous sortir de ces situations douloureuses. Alors, prêt à jouer le jeu? Parfait, on y va. Alors, cette notion de douleur, c'est que, en fait, si l'on regarde un petit peu ce qui se passe par rapport à notre organisme, à notre corps, eh bien, notre corps, il y a une expression qui dit aucun muscle ne bouge sans un motif. C'est-à-dire que notre organisme, lui, il va toujours faire quelque chose pour une bonne raison. Maintenant, nous, dans notre aspect psychologique, mental, on peut être conscient de cette chose ou on peut être complètement inconscient. Et lorsque vous êtes inconscient, eh bien, vous avez l'impression que les choses vous arrivent comme ça. Alors, et vous n'êtes pas capable de voir finalement comment vous avez participé à créer ces circonstances-là. Je crois que c'était Carl Jung qui disait l'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est de rendre l'inconscient conscient, parce que si vous n'êtes pas capable de faire ça, eh bien vous allez avoir l'impression que vous êtes victime de votre destin, alors que simplement vous n'êtes juste pas conscient des circonstances que vous avez créées qui ont formé en fait les circonstances que vous êtes en train de vivre. Donc ça veut dire que si vous avez des douleurs chroniques, on entre dans cette notion que vous avez une part de responsabilité là-dedans. Oh, et ça peut être très choquant parce que de nombreuses personnes, elles ont été entraînées en fait par notre système de santé à penser qu'elles sont les victimes de ces mécanismes-là. Et moi, je peux vous dire qu'en ayant travaillé avec des milliers et des milliers de patients, dont une grande majorité viennent à moi pour des problématiques chroniques, eh bien, on trouve que très souvent, il y a une proportion de cette problématique qui est liée en fait à ces aspects inconscients de motifs. C'est-à-dire qu'il y a des motifs cachés que la personne n'est pas consciente, et lorsque l'on est capable de finalement rendre cet inconscient conscient, que la personne commence de prendre conscience de pourquoi son organisme génère cela, eh bien à ce moment-là, on commence d'avoir les clés pour ne plus devoir utiliser ces mécanismes-là pour remplir, si vous voulez, ses besoins cachés. Alors, ça, c'est très théorique quelque part dans la manière dont je vous le parle maintenant. J'aimerais juste présenter 3 cas assez rapides dans ma pratique. Le premier, c'est une personne que j'ai suivie il y a 3-4 ans, qui avait en fait toujours une problématique chronique de santé. Et ces problématiques, elles étaient très souvent associées à des périodes de sa vie lorsque ces relations de couple, elle en a eu plusieurs, c'est une personne qui n'avait pas une relation stable sur le long terme, mais qui était très souvent en couple, si vous voulez, mais ça changeait assez fréquemment. Et puis, en général, ce qui se passait, c'est que dès le moment où son couple allait bien, au début, ben, elle se sentait assez bien, elle arrivait assez bien à gérer ses problématiques de santé, mais dès le moment où son couple devenait un petit peu tanguait un peu plus, eh bien, on avait cette symptomatologie qui ressortait. Et en fait, on pourrait très bien en rester à la notion de, ben voilà, elle est dans stress émotionnel par rapport à ses relations de couple, et comment peut-on gérer son stress ou bien améliorer cette relation de couple. Et en fait, lorsqu'on est venu décortiquer un petit peu par un processus spécifique de questionnement, lorsqu'on est venu décortiquer un petit peu ce qui se passait dans cette dynamique, eh bien, on s'est rendu compte que cette personne, lorsqu'elle était petite, elle avait une sœur,
Et cette sœur, c'était un petit peu l'enfant idéal, si vous voulez. C'est-à-dire que la sœur faisait toujours des bonnes notes à l'école, elle faisait du sport, et peu importe le sport dans lequel elle se lançait, elle en avait fait plusieurs, elle devenait tout de suite très très bonne, elle gagnait les premières places, etc. Donc c'était une enfant, si vous voulez, que les parents percevaient comme une enfant vraiment idéale, que tout le monde aurait venu, jamais de problème de comportement, toujours très polie, très performante à l'école, très performante dans le sport, etc., etc. Et puis finalement, eh bien, dans la perception de ma patiente, quand elle était petite, il n'y en avait toujours que pour sa sœur. Et elle s'est rendue compte que lorsque tout d'un coup, elle attrapait un rhume ou une bronchite ou une maladie d'enfance, eh bien, tout d'un coup, à ce moment-là, ses parents lui donnaient plus d'attention. Parce que d'habitude, elle a l'impression que, voilà, on en faisait toujours que pour la sœur qui était bonne à l'école, qui allait faire de la musique, qui faisait du sport, etc. Et puis, on ne lui prêtait jamais vraiment attention à elle, qu'elle était toujours un peu mise de côté, mais dès le moment où elle était malade, eh bien, là, on lui donnait de l'attention. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à développer, en fait, cette stratégie où, dès le moment dans sa vie, elle avait besoin d'attention, eh bien, inconsciemment, son corps, son organisme commençait de produire une maladie. Et dès le moment où elle a pris cette conscience-là, eh bien, on a pu commencer de changer les choses et de donner de nouvelles stratégies pour que son besoin d'attention puisse être rempli, si vous voulez, sans que son corps finalement génère cette symptomatologie. Mais ça y a pris près de 30 ans pour, en fait, découvrir cette espèce de motif caché, pour amener l'inconscient dans le conscient. Un autre exemple que j'ai eu, c'est une personne qui était venue me voir. Il est d'ailleurs arrivé à la première consultation avec son épouse, et puis il avait déjà vu plusieurs autres professionnels de la santé, dont des spécialistes pour un problème d'épaule. Et la plupart des spécialistes lui avaient dit qu'ils ne pouvaient pas l'aider, et il était déjà dans une démarche de AI, c'est-à-dire d'assurance invalidité pour ne plus pouvoir travailler et puis quand même pouvoir obtenir une forme de salaire. Et après mon examen, j'ai découvert un certain nombre d'éléments au niveau physiologique qui m'ont laissé penser que je pourrais vraiment l'aider à améliorer sa situation au niveau de son épaule. Et donc, lorsque l'on s'est assis pour lui expliquer comment je vais pouvoir l'aider, eh bien, la première question qu'il m'a posée, c'est « Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous allez pouvoir m'aider ?» Et moi, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit « Oui, je suis quasiment certain qu'on va pouvoir vous aider. » Et ensuite, sa femme m'a posé exactement la même question, et j'ai répondu toujours par l'affirmative. Et à ce moment-là, ils m'ont dit « Ah bien, merci docteur, mais nous ne sommes pas intéressés », et ils sont partis. Et en fait, ce qui s'est avéré, c'est que cette personne était vraiment dans une démarche où ils étaient en train de faire cette demande à l'AI, et tout ce qu'ils voulaient, c'était encore plus de poids dans leur dossier d'un autre professionnel qui allait dire non, eh bien, cette personne-là, on ne peut plus rien faire pour elle, et puis il va falloir la mettre dans l'assurance invalidité. Alors chez eux, c'était même pas nécessairement un motif caché, mais cette personne-là, qu'elle s'en rende compte ou pas, le fait de devenir assisté, si vous voulez, par la société, devenir assisté par l'État, c'était sa motivation beaucoup plus profonde que d'aller mieux. Et à ce moment-là, au moins, ils étaient, je dirais, conscients et francs-jeux dans la notion de ne pas vouloir aller de l'avant. Mais cette motivation-là, du gain financier, sans devoir en contrepartie apporter une valeur à notre société, et là, on n'a pas de jugement de valeur à émettre, mais cette dynamique-là, eh bien, elle était plus importante pour lui que de guérir. Et finalement, un troisième cas qui était très intéressant, c'était une dame très charmante, la soixantaine, qui avait tellement de douleurs, qui était tellement perclue de raideur, qu'elle devait se déplacer la plupart du temps en chaise roulante, même si elle n'était pas handicapée, si vous voulez, motoriquement parlant, mais elle avait tellement mal, tellement de raideur, qu'elle devait se déplacer en chaise roulante. Et puis, l'État, donc les services sociaux, lui avaient attribué une dame qui venait chez elle l'aider à faire son ménage. Et en fait, cette dame venait 1 heure tous les jours. Et elle a commencé de développer, cette patiente, une relation avec cette dame qui venait, une relation sociale, si vous voulez, de pouvoir avoir quelqu'un qui vient et de pouvoir discuter pendant que la personne l'aidait à faire, à cuisiner un petit peu ou à faire son ménage. Et donc, nous avons commencé les soins. Cette personne était a priori très motivée. Sur notre premier questionnaire,
Pour les patients, ben, on demande, voilà, quelles sont vos motivations, hein, entre 0 et 10, pour pouvoir aller mieux, et elle a mis 10 sur 10. Et donc, on commence les soins, et au bout d'un premier mois, cette personne-là, on fait le bilan, et sur son rapport de bilan, elle me fait qu'elle est 70% mieux, qu'elle a beaucoup plus de mobilité, qu'elle passe beaucoup moins de temps dans sa chaise roulante, et puis, à ce moment-là, eh bien, je dis, ah ben magnifique, on voit, on a des paramètres objectifs, c'est en train d'aller vers le mieux. Je vous propose qu'on leur refasse une série de séances ici. Et puis, elle me fait, ben, docteur, je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour moi, mais je ne vais pas continuer. Alors moi, je suis bien évidemment un petit peu étonné, hein, pour quelqu'un qui dit être motivé à 10 sur 10 d'aller mieux, qui va mieux, tous les paramètres subjectifs, objectifs vont vers le mieux. Et puis, elle me dit, ben, je vais pas continuer. Et puis, j'ai dit, bon, mais ouais, je suis curieux de savoir pourquoi. Elle me fait, ben, vous savez, j'ai peur que si je vais trop bien et que je peux être de nouveau autonome comme je l'étais avant, eh bien, que je ne vais plus avoir l'aide de cette dame. Et c'est la seule personne que je vois de la semaine. Donc, on voit à quel point, là, alors là, chez elle, on n'était même pas dans un motif caché, elle avait vraiment conscience de cette chose-là, mais on voit la motivation, si vous voulez, c'est-à-dire que pour cette personne-là, l'aspect social, dans sa hiérarchie de valeurs, l'aspect de pouvoir avoir ce contact social avec cette personne-là était plus important que sa guérison complète ou alors très marquée. Et de nouveau, ce n'est pas à nous de la juger, c'est simplement ses priorités à elle dans ce moment-là. Elle était, elle, au moins dans cette dynamique de reconnaissance, mais pour beaucoup de patients, il y a ces dynamiques qui se passent, mais à un niveau inconscient, qui font que vous pensez, une partie de vous-même pense vouloir aller mieux, mais en fait, une autre partie a des motifs cachés de continuer de produire l'état dans lequel vous êtes. Je ne vais surtout pas vouloir avoir l'impression de manquer de respect ici pour votre souffrance, mais par mon expérience, je peux vous dire que ça arrive dans de nombreux cas. Donc, l'idée ici, ce n'est pas de vous confronter à votre réalité et de vous mettre le nez dans le caca, quoique peut-être on le fait un petit peu, mais c'est de vous rendre compte que si vous voulez vraiment aller mieux, il faut que l'on considère ces motifs cachés. Alors, la première question qu'on va faire pour nous aider finalement à décortiquer cette notion-là, eh bien, c'est de vous poser une question. Quels sont les bénéfices de la douleur? Quels sont les bénéfices de la douleur? Et là, la première réaction, la première tendance, parce qu'on était éduqué et formaté comme ça dans notre système, c'est de dire, non, mais il n'y a aucun bénéfice à la douleur. Okay? Aucun bénéfice, ça ne me sert à rien, ça me fait mal, vous ne vous rendez pas compte. Comment est-ce que vous osez me poser cette question-là? Certaines personnes le trouvent même insultant. Mais si vous voulez vraiment aller au-delà des apparences et vraiment d'aller en profondeur de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est une question fondamentale. Parce que tant que vous ne pouvez pas accepter et dire merci à ce qui est en train de se passer dans votre vie, eh bien, vous allez toujours être la victime, ça va toujours être un boulet, si vous voulez, à votre pied. Dès le moment où vous pouvez prendre n'importe quelle circonstance et que vous pouvez en voir les bénéfices et dire merci, à ce moment-là, vous êtes libre. Alors, ce n'est pas un merci de la tête, c'est un merci du cœur où vous rendez vraiment compte de ce qui se passe. Donc, posez-vous cette question. Quels sont les bénéfices de la douleur? Et ne parlez pas juste dans un truc conceptuel de « Oui, alors la douleur, c'est un mécanisme d'alarme qui me protège de blablabla. » Okay? En quoi bénéficiez-vous de cette douleur? Quels sont les bénéfices de la douleur? Imaginons que vous avez des migraines. Combien de fois vous avez pu utiliser vos migraines comme excuse parce que vous n'aviez peut-être pas envie d'aller à une réunion de famille, par exemple? Ouh, peut-être que j'ai touché une corde sensible ici. Mais combien de fois, finalement, il y avait des engagements sociaux que vous n'aviez peut-être pas envie de faire, et le fait d'avoir ces douleurs, eh bien, ça vous a donné une bonne excuse pour ne pas vouloir y aller. Alors, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez mettre le bénéfice de la douleur, c'est que, parfois, c'est une excuse pour ne pas devoir aller dans des engagements sociaux. Quel autre bénéfice vous avez de la douleur? Est-ce que le fait d'avoir de la douleur, eh bien, finalement, peut-être que vous êtes à l'AI, et peut-être que maintenant, même si vous avez un salaire très réduit qui ne permet pas de vivre
comme un châtelain, mais peut-être que vous avez maintenant la liberté de faire des choses que vous n'aviez pas le temps de faire, des choses qui étaient très très importantes pour vous, peut-être que vous aimiez lire, et avant, lorsque vous vous tuiez au travail, vous n'aviez jamais le temps, et maintenant vous avez le temps de le faire. Donc posez-vous cette question, quels sont les bénéfices de cette douleur? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apprend aussi sur vous? Et ça, on va y revenir. Donc là, le premier exercice à faire, c'est mettre en pause cette vidéo et vraiment vous poser cette question. Et creusez, posez-vous la question. Demandez à votre entourage si vous avez besoin, parce que des fois on est tellement pris dedans qu'on n'arrive pas à voir nécessairement ces motifs cachés, alors que peut-être eux l'ont déjà remarqué, et que si vous êtes ouvert sur le processus de leur poser la question, à ce moment-là, ils se sentiront à l'aise de partager avec vous. Mais n'arrêtez pas, trouvez au moins 10, 15, 20, 30, 50, 100 bénéfices, s'il le faut, de cette douleur. Quels sont les bénéfices de la douleur? Peut-être qu'elle vous a fait découvrir un professionnel de la santé avec qui vous avez une très très bonne relation. Peut-être qu'elle vous force à vous prendre soin de vous, peut-être que vous mangez mieux, parce que vous avez une partie de cette douleur qui est liée à des phénomènes inflammatoires, des sensibilités alimentaires, et que maintenant vous vous nourrissez mieux, que vous prenez plus soin de vous, que vous allez vous faire masser une fois par mois, etc. Donc, quels sont les bénéfices de la douleur? Et n'arrêtez pas. Peut-être vous avez cassé quelques pelles en creusant, mais c'est un processus qui vaut vraiment la peine de le faire, parce que le plus vous êtes dans une perspective émotionnelle, de charge émotionnelle négative sur votre circonstance, le moins vous êtes dans une physiologie qui va pouvoir être optimale pour guérir. Le plus vous pouvez vous recentrer, le plus vous pouvez commencer de voir que oui, il y a des inconvénients à cette douleur, oui, c'est pas tous les jours facile, oui, il y a de la souffrance, mais en même temps, ça apporte aussi quelque chose. Et le plus vous pouvez vous recentrer, le plus on va maximiser nos chances de guérison. Souvenez-vous toujours, c'est un petit peu la notion du symbole ici, du yin et du yang en médecine chinoise, où dans la partie blanche, on a aussi une zone de noir, et dans la zone noire, on a aussi une partie blanche. Donc il y a toujours, l'univers est fait de telle manière qu'il y a toujours ces opposés complémentaires qui sont présentes en tout temps, et que ce sont nos perceptions qui nous empêchent de voir l'un des côtés ou l'autre. Ok, donc ça c'est le premier exercice, faites-le, ça en vaut vraiment la peine. Et puis, ensuite, deuxième question. Qu'est-ce que la douleur vous apprend sur vous-même? Qu'est-ce que la douleur vous apprend sur vous-même? Et ça, c'est inspiré d'une citation de Sénèque, qui était un philosophe stoïque, qui disait « Waouh, tu n'as jamais eu d'adversaire dans ta vie. Personne ne sait donc ce que tu vaux, même pas toi. » C'était cette notion de dire finalement, quand la vie va bien, quand la vie est facile, on ne va jamais prendre conscience de qui l'on est vraiment et de nos vraies capacités, de nos limites aussi. C'est facile toute cette formation de développement personnel, de travail sur soi, quand les choses vont bien. La vraie épreuve, c'est quand les choses sont difficiles. Est-ce que vous êtes là et oui, vous êtes pour la gratitude et pour une reconnaissance que l'univers est intelligent, mais tout d'un coup, quelque chose vous arrive et à ce moment-là, il y a une espèce d'exception spatio-temporelle où tout d'un coup, ces grandes lois universelles ne s'appliquent plus à vous à ce moment-là. Si l'univers est vraiment ordré, si l'univers a vraiment une intelligence, alors tout est parfait en tout temps. Et c'est simplement nous qui ne voyons pas cette perfection au travers de nos sens parce qu'on est pris dans une certaine demi-vérité, dans des illusions. Mais si ce principe est vrai, alors il est vrai en tout temps. Et c'est à nous de voir où est cette perfection. Et là, ces épreuves de la douleur, cette épreuve de la souffrance, aussi désagréable qu'elle soit, mais ça fait partie de la vie, eh bien c'est finalement quelque chose qui peut nous aider à nous révéler à nous-mêmes. Ce ne sont pas les circonstances qui nous forment, elles nous aident à nous révéler à nous-mêmes. Donc la question c'est ça, qu'est-ce que vous apprenez de cette douleur? Qu'est-ce qu'elle vous enseigne sur vous-même? Et finalement, quel est le choix que vous allez faire? Est-ce que vous voudriez ne jamais avoir mal et avoir toutes les choses faciles et ne jamais
apprendre à vous connaître, ou est-ce que finalement, vous allez le prendre comme un adversaire de valeur, si vous voulez. C'est un peu comme jouer au tennis. Si vous jouez au tennis et que vous êtes un joueur de bon niveau, qu'est-ce que vous préférez fondamentalement? Est-ce que vous préférez aller jouer contre un enfant de 8 ans et l'écraser 6-0, 6-0, 6-0? Ou est-ce que vous préféreriez pouvoir aller jouer contre Roger Federer et faire le meilleur tennis du monde et peut-être ne marquer que 2 ou 3 points de toute la partie, mais de vous être complètement donné à fond et de perdre? Qu'est-ce qui va vous faire grandir le plus? Qu'est-ce qui va vous remplir fondamentalement le plus? Donc à la fin de votre vie, la question qu'on aura, c'est par rapport à ces douleurs, même si elles sont chroniques, même si ça crée beaucoup de souffrance, qu'est-ce que vous allez retenir? Est-ce que vous allez retenir toutes les excuses que vous avez données pour ne pas vous engager pleinement dans la vie à cause de vos douleurs? Ou est-ce que finalement, vous allez retenir tous les actes de courage, toutes les fois où, eh bien, vous avez quand même souri à un étranger dans la rue, malgré le fait que vous aviez ces douleurs? Toutes les fois où quelqu'un qui peut-être avait moins de douleur que vous, c'est venu se plaindre à vous et que vous êtes entré dans la compassion pour cette personne-là, alors que très certainement, c'est elle qui aurait dû en avoir plus pour vous. Est-ce que finalement, vous allez utiliser ces douleurs comme un boulet, comme une excuse pour ne plus être complètement vivant? Ou est-ce que vous allez utiliser ça comme un tremplin pour vous transcender? Oui, c'est là, oui, c'est présent, mais je ne laisse pas cette douleur dicter ma vie. Elle m'en apprend sur moi. Est-ce que finalement je vais la laisser gagner cet adversaire sans me défendre? Ou est-ce que malgré tout je vais me transcender et je vais aller contribuer? Ce sont des questions fondamentales, dans ce pilier spirituel sur la douleur. Et je sais que parfois mes propos peuvent paraître peut-être un petit peu choquants, challengeants, mais je le fais vraiment de l'envie de contribuer et de servir, parce que après avoir travaillé avec des milliers et des milliers de patients, lorsque l'on va aborder ces dynamiques qui ne sont pas nécessairement toujours confortables, très souvent ça nous ouvre des portes là où il n'y avait pas de porte avant. Donc faites ces exercices. Quels sont les bénéfices de la douleur? Cherchez, 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 jusqu'à que vous en ayez 20, 30, 50, 100, 200 s'il faut, et puis observez, observez. Qu'est-ce que cette douleur vous apprend sur vous-même? Est-ce qu'elle vous fait devenir quelqu'un d'imbuvable et de gronchon? Est-ce que vous la laissez gagner de cette manière-là? Ou alors, est-ce qu'elle est là comme une forme de motivation à devenir encore une personne plus élevée, meilleure, qui est finalement l'expression complètement authentique de la partie la plus élevée d'elle-même?